Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 248 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler de Dallas contre OKC de partout. Bon, alors, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez surtout donc de cette série assez... Alors, je sais pas si vous aimez la voir d'ailleurs, je ne sais pas si les gens aiment bien, mais il me semble que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de suspense, mais c'est vrai qu'on a affaire à une bataille tactique qu'on va détailler, puisque c'est le but, une bataille tactique, une vraie guerre de tranchées. Donc c'est le but aujourd'hui. On va essayer d'expliquer quels sont les points clés et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, y compris des petites analyses tactiques pendant les playoffs, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de cette série entre Dallas et OKC de partout. Bienvenue dans le Basket Lab. Dallas, OKC, de partout dans la série, donc il faut qu'on parle de cette série puisque c'est une série qui est en un sens extrêmement intéressante, même si assez atypique. On va essayer de développer, mais d'abord donc où est-ce qu'on en est actuellement? Donc de partout, donc OKC a récupéré de nouveau l'avantage. C'est vrai que pour parler globalement d'abord, on a affaire à une série où on voit à la fois les forces de Dallas qui en sortent, mais je trouve aussi les faiblesses d'OKC, qui est censé être la meilleure équipe sur le papier, qui l'a été toute la saison, mais qui a quelques petits défauts, notamment de spacing ou autres comme ça, qui empêchent de développer le jeu d'habitude. Et de l'autre côté, voilà, comme on disait aussi dans la preview, Dallas, ils n'ont pas non plus des tonnes de force, c'est pas une attaque hyper bien huilée, c'est pas ce genre d'équipe à 65 victoires en saison régulière, mais défensivement, est-ce que ça tient? Et là, pour l'instant, ça tient. Et puis offensivement, c'est Kyrie et c'est Luka Doncic. Et donc, ça fait une recette qui, en playoff, est assez... est largement suffisante en fait. Cet aspect de défense plus des mecs qui peuvent aller des stars, la force de frappe d'une star qui peut aller chercher le mismatch et scorer. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant je trouve qu'on a une série qui est assez équilibrée, même si on va aussi parler de shot making parce que ça mine de rien ça influence beaucoup la série, mais d'abord, avant tout, avant de parler de la série en général, il faut faire un point sur ce match 4 parce que pour le coup, c'est quelque chose que je pense qu'on ne reverra pas de sitôt et on ne reverra jamais. Ce match 4 est un peu une anomalie. C'est-à-dire que, on va détailler tous les points tactiques qui se passent, qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement. Et effectivement, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais de l'autre côté, c'est vrai que, mine de rien, donc OKC gagne ce match 4 et égalise à 2 partout. Il gagne 100-96. À la fin d'un Money Time très disputé, même pas assez disputé, très disputé, mais surtout donc victoire de OKC avec quelques stats qui sont invraisemblables pour moi, c'est-à-dire que victoire de play-off, et pas au premier tour, victoire de play-off, un vrai match de play-off, en shootant au panier à 35% d'efficacité, et en shootant à 3 points à 27% d'efficacité. Bon, si vous n'avez pas les échelles en tête, sachez qu'au panier, 35%, c'est famélique. D'ailleurs, c'est dans le 0e centile actuellement sur les playoffs 2024. Donc, c'est le pire score qu'on a pour l'instant sur ces playoffs, mais même, je pense que le pire score qu'on aurait de mémoire récente. Donc, une efficacité au panier qui est d'habitude autour des 50, 60, 70, etc. Là, on a 35, c'est catastrophique. Donc, efficacité au panier en attaque pour OKC qui a été abyssale. Et de l'autre côté, en plus, donc, 27% à 3 points, qui là encore est un score largement en dessous de la moyenne. Et c'est là-dessus où cette victoire, elle est invraisemblable, parce qu'on a un manque d'efficacité dans les deux domaines, c'est-à-dire ni au panier ni à 3 points, les mecs ont mis leur tir. Et c'est pas non plus comme s'ils avaient mis, en termes d'efficacité à mi-distance, c'est pas non plus genre ils sont dans le centième centile. Non, c'est... Bon voilà, ils ont mis 50% de leur long 2, c'est très bien, puisque au niveau des 40, on commence à se dire que c'est bien. Donc 50 c'est très bien, mais voilà, c'est pas genre... ils ont pris que des longs 2, ils les ont mis avec un taux de 80%, non. Donc 50%, c'est très très solide. Mais sur les short mi-distance, par contre, donc la zone un peu plus des flotteurs et des hook-shots, voilà, ou pas directement sous le panier, bon, ben là, ils sont à 43%, quasiment 44%, 50e centile.
voilà, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc c'est là-dessus où c'est une anomalie pour moi ce match, et le fait que OKC gagne ce match avec en étant à ce point famélique et au panier et à 3 points, les deux à la fois, parce que on peut gagner en étant mauvais dans l'un ou l'autre, mais gagner en étant à ce point mauvais et pas juste nul, mais à ce point catastrophique dans les deux à la fois, c'est assez rare, d'autant que, j'en rajoute une couche, quelle a été non pas l'efficacité selon les zones, mais la fréquence de tir selon les zones, où est-ce qu'ils ont pris leur tir. 23% de leurs tirs étaient au panier, 23 à peine. Pour vous dire, c'est dans le 14e centile, donc à peine mieux que 14% des matchs NBA de cette saison, donc très très bas, 23% de tirs au panier, donc même pas un quart de leurs tirs étaient au panier, et également 27% de leurs tirs étaient à 3 points. Donc c'est même pas comme s'ils avaient compensé du genre, bon ben on n'est pas efficace globalement, mais on prend tellement des tirs rentables, on prend tellement de tirs au panier que même si on les rentre pas tous, on en prend tellement que c'est bien, quoi. Et pareil pour les 3 points. Là non. On a une équipe de OKC qui, donc, résumons, a pris très peu de tirs au panier, très peu de tirs à 3 points, a été catastrophique pour scorer lorsqu'ils y étaient au panier et à 3 points, vraiment catastrophique dans les deux domaines également, 0e centile d'efficacité au panier et 15e centile à peine au panier. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Ils ont fait 3 choses de bien. Déjà, enfin 4, allez, on va rajouter la défense, si vous voulez. La défense pour maintenir Dallas à un taux assez bas et donc pouvoir gagner eux-mêmes sans être fantastiques en attaque. Allez, la défense, on élimine cet aspect-là, on va y revenir, mais ok, mais surtout pour 3 points offensivement, le shot-making. Très simplement le shot-making, et notamment cette capacité, on va développer, parce que la série c'est ça, donc je commence par ce match 4 parce que ça a été le paroxysme de ce style de jeu-là qu'on a vu toute la série, qu'on va voir sur la suite encore, c'est chercher le switch et le punir. Mais sauf qu'on ne peut pas le punir de manière un peu classique dans un bon spacing où on peut aller au panier. Donc c'était beaucoup de switch plus le tir, le pull-up à mi-distance, long tir de poing, ou alors le petit pull-up un peu plus proche du panier, ou alors le petit flotteur. Mais voilà, on ne pouvait pas aller au panier parce que c'était bouché. Et donc, aspect qui leur a sauvé le match, alors qu'ils ont mal shooté directement sous le panier, mal shooté aussi à 3 points, en ayant très peu de tirs au panier de manière générale et très peu de 3 points, shot-making, et là vous pensez évidemment à Shai Gilgeous-Alexander, j'y pense aussi, mais voilà, c'était aussi l'histoire du match, c'est SGA qui a été fabuleux sur ce genre de situation, j'ai pas exactement les stats en tête là, particulièrement d'isolation, mais c'était une folie, quoi. Et notamment à la fin, il a tout mis, la défense de Dallas, elle concédait les switches et elle dit bon on va quadriller le terrain, on te donne le switch, mais tu peux pas aller au panier, tu peux prendre que le pull-up inefficace. Sauf que inefficace, oui, sur des grands volumes, mais sauf que sur un match, s'il les met tous, ces fameux pull-up, ça devient efficace, quoi. Donc shot making, et puis on a aussi d'autres aspects qui sont les lancers francs, pas mal de lancers francs concédés, donc à quel point aussi ça vient pas un peu compenser le nombre de tirs au panier, parce que vous savez que quand quelqu'un subit une faute dans le box score, il n'y a pas une tentative de tir. Donc imaginez, je fais un drive, je vais au panier sur drive, je subis une faute sur mon drive sous le panier, j'ai des lancers francs, mais sur le box score, il n'y a pas marqué 0 sur 1. Il y a marqué 0 sur 0. Donc, vu qu'ils ont aussi obtenu beaucoup de lancers francs, et que ça, je cite les stats, mais on l'a vu aussi pendant le match, beaucoup de lancers francs provoqués. Donc voilà, il y a pas mal de drive et de lay-up qui techniquement étaient sous le panier, mais qui ne comptent pas comme des tirs sous le panier. Donc voilà, lancer franc évidemment, mais ça se fait aussi partie du bagage. Ça se dit en français, ça fait partie du bagage. Enfin, les qualités de cette équipe aussi. Mais non, il y a aussi le fait qu'ils ont perdu très très peu de turnover. Très peu. Et donc ça, c'est premièrement. Et puis l'autre, c'est la transition, où ils ont été bien meilleurs que Dallas en transition. C'est une des forces de OKC sur cette série pour l'instant. C'est le fait d'arriver à attaquer, alors non pas efficacement, mais en tout cas, ils y vont beaucoup en transition. Et donc, évidemment, dans une série qui est à ce point disputée, une telle bataille sur de demi-terrain, et une bataille pas belle à voir en termes de rentabilité et d'efficacité, même si t'es pas bon sur des transitions, en fait, une contre-attaque est à ce point en moyenne intéressante que même une mauvaise contre-attaque, ou en tout cas même un mauvais score de contre-attaque sur 4 matchs pour l'instant, c'est beaucoup mieux qu'une bonne possession dans ce cadre-là de demi-terrain. Donc voilà, beaucoup de transitions, très peu de pertes de balles aussi, mais c'est également une conséquence du jeu qui est fait. C'est-à-dire que si Dallas concède tous les switches et que OKC est obligé d'attaquer sur isolation un peu statique, certes, c'est compliqué, mais il n'y a pas de passe. Donc il n'y a pas cette prise de risque. C'est aussi, en un sens, et paradoxalement, ça paraît contre-intuitif, mais c'est le revers de la médaille, c'est le bon point, c'est que ok, on a un jeu statique et on peut rien faire parce qu'il n'y a pas d'espace et que ça change sur tous les écrans, mais
au moins on fait pas de passe, quoi. On en est résolu, on se résout, pardon, à prendre ces tirs-là un peu compliqués. Voilà, au moins on protège bien le ballon, ce qui n'a pas été le cas de Dallas sur ce match 4, qui a fait pas mal de turnovers. Donc ça a fait voilà le côté jeu des possessions aussi. Le fait qu'en plus sur les turnovers de Dallas, ça partait en transition. Donc même au niveau du money time, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas mal d'actions comme ça qui sont un peu clés. C'est-à-dire que non seulement ça prive Dallas d'une possession et des points, mais en plus ça part directement pour des points faciles de l'autre côté. Et voilà, c'est aussi une des forces de OKC, vous le savez, c'est la création de turnovers adverses. C'est une équipe qui est capable de créer beaucoup de turnovers adverses. Et donc voilà, ça fait la différence. Parce que Dallas joue un peu pareil de l'autre côté, ce côté attaque du mismatch. Mais sauf que là, OKC a été capable de générer pas mal de turnovers, donc ça fait la différence. Entre une attaque qui doit faire face à, une attaque qui galère un peu, et une autre attaque qui galère un peu, mais en plus, elle arrive à avoir des transitions, ça change tout. Ça change en tout cas beaucoup de choses. Et ce qui fait que, Dallas a mieux shooté au panier, Dallas a mieux shooté à 3 points, ils ont pris moins de tirs un peu compliqués à mi-distance, mais voilà, le jeu des possessions, plus de turnovers, donc moins de cartouches, moins de tirs, de tentatives de tir, plus de points pour OKC. Donc voilà ce match. Je voulais un peu commencer par ça parce que c'est, comme dit, c'est pas tous les jours qu'on aura un match comme ça où une équipe prend très peu des tirs qu'on appelle rentables au panier et à 3 points, et une équipe gagne en étant non pas mauvais mais catastrophique dans les deux domaines en termes d'efficacité. Non pas un seul, mais en étant mauvais et au panier et à 3 points. Donc ça c'est pour le match 4. Et si on dézoome un peu en dehors de cette actualité qui est très fraîche, c'est vrai que c'est un peu pour parler de cette série généralement, c'est un peu ça qu'on a actuellement, c'est-à-dire une vraie bataille un peu à l'ancienne, si je puis dire. On n'a pas beaucoup de fond de jeu qui est développé dans cette série. Il est des deux côtés du terrain, pour une raison qui est assez simple, c'est que on a grosso modo les deux mêmes profils d'équipe, c'est-à-dire des équipes qui sont capables de créer le switch et de l'attaquer, mais surtout qui doivent faire face à une défense qui les concède. Et donc ça fait que il n'y a pas beaucoup de jeu qui est développé. Donc au final, on se retrouve là-dessus, sur beaucoup de switch concédés, beaucoup de mismatch concédés, et ensuite, c'est à toi de le punir, donc premièrement. Mais surtout, deuxièmement, un peu le point commun entre ces deux équipes, c'est que il n'y a absolument pas de spacing. Mais vraiment aucun. Et c'est là-dessus où on avait parlé dans le Basket Lab toute la saison, notamment la fin de saison, à quel point, justement, OKC, qui est dans la meilleure équipe, ou la deuxième, top 3 en tout cas, top 2, top 3 en termes d'efficacité à 3 points cette saison, 2024, il shoot à 39 ou 40% à 3 points, de manière collective, ce qui est anormal, ce qui est fabuleux, quoi. Enfin, c'est excellent, mais on avait parlé à quel point le spacing, ce n'est pas que les pourcentages. Parce qu'il y a une question de volume, d'abord. Il y a beaucoup de shooters à petit volume et pas de shooters à gros volume. Et puis, il y a des shooters qui n'ont pas non plus un historique qui est énorme. Et donc, notamment, Lou Dort, qui est celui qui prend le plus de 3 points, Lou Dort, il n'est pas du tout respecté dans cette série. Et puis, Josh Giddey non plus. Et puis, Aaron Wiggins non plus. Et puis, etc., etc. Finalement, il n'y en a que 2 qui sont vraiment respectés. Peut-être un troisième qui arrive à punir, mais il n'est pas totalement respecté. Mais c'est Isaiah Joe, qui est shooter d'élite. Donc, OK. Chet Holmgren, pas mal respecté, ou en tout cas, qui arrive à punir, et puis l'autre qui pour l'instant est assez bon là-dessus, et qui est utilisé pour ça d'ailleurs, c'est Jalen Williams, que je mettais un peu dans les mecs, les shooters un peu moyens, voire mauvais, qui vont pas être respectés. Il ne l'est pas, mais il a le pick and pop actuellement qui rentre plutôt pas mal, donc c'est une bonne option. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que finalement, sans ce spacing, OKC n'arrive pas du tout à développer son jeu, en fait. Et Dallas est capable donc de ne pas respecter tout ça, et de faire comme ils ont fait contre les Clippers. On avait parlé dans la preview, mais c'était un point d'interrogation. Est-ce qu'ils feront pareil ou pas? Est-ce qu'OKC peut aller shooters pour les faire sortir, et techniquement ils ont plus de shooters que les Clippers en avaient, mais dans le de facto, non en fait. Dans le de facto, Dallas joue toujours pareil, c'est-à-dire Dallas est gros et Dallas reste à l'intérieur et utilise tout ce qui est taille, envergure de bras, et sans respecter les shooters, ce qui fait qu'il n'y a aucun espace à l'intérieur. Et donc, même si on switch et qu'on donne un mismatch à SGA, en fait, on lui dit, vas-y, si tu veux nous punir, tu nous punis, mais ce sera sur un pull-up. Et donc, c'est une rentabilité attendue sur de gros échantillons, sur la totalité d'un match, qui va être plus faible que si on le laisse aller au panier, quoi. Parce qu'au panier, déjà, le lay-up est un tir plus rentable en termes de points, de probabilité de rentrée, mais aussi au panier, il y a plus de lancers francs. Donc il y a tout un jeu qui se fait là, et au final, c'est là où c'est paradoxal, peut-être, je sais pas si j'ai tweeté là tout à l'heure, mais je sais pas si c'est un peu le cycle de la vie, mais en un sens, en fait, c'est une série qui ressemble vachement à ce qui pouvait se faire dans les années 2000. J'exagère beaucoup, hein. Je sais que le nombre de 3 points, par exemple, n'est pas pareil, mais dans l'idée, suivez-moi un peu sur cette analogie.
Dans l'idée, c'est un peu ce côté où l'évolution du jeu a fait que, bon, on est parti d'un état où tout le monde était à l'intérieur. Donc il n'y avait pas d'espace. Et donc dans les années 2000, quand tu as 2 mecs dans la raquette qui attendent, et puis que tu n'as personne à 3 points, et que donc 2 gros dans la raquette, plus un ailier qui attend aussi, non pas à 3 points, mais à l'intérieur de la ligne à 3 points, vers la tête de raquette, ou etc. Bref, il n'y a pas beaucoup d'espace pour attaquer et pour faire grand-chose. Et donc les années 2000, c'est les années l'âge d'or du pull-up, hein, le fameux pull-up. Mais pourquoi? C'est pas que stylistiquement, c'est aussi que t'as pas grand-chose à faire d'autre, quoi. Donc voilà, ça c'était les années 2000, beaucoup ça, le fameux pull-up, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller à l'intérieur. Et puis ensuite, début de la révolution du 3 points, on a commencé à étirer le terrain, à mettre des shooters. Et donc petit à petit, on a eu des shooters de plus en plus compétents, de plus en plus nombreux également ensemble sur le terrain. Au début, un shooter, ça suffisait. Et finalement, ensuite, on en a eu 2, 3, 4, 5 même. Ensuite, donc, les défenses ont commencé à sortir pour défendre ce 3 points. Mais il y a eu une sorte de surréaction peut-être de la part des défenses pendant pas mal d'années, au cours des années 2010. Et on voit là, depuis quoi 4, 5, 6 ans peut-être, 7 ans, que de plus en plus, ça n'hésite pas à abandonner à 3 points, même des bons shooters finalement, ou en tout cas des shooters moyens. Et même on en est au point où on ne respecte plus que des shooters d'élite. Donc on a ce truc où, non, en fait, on a peut-être surréagi. Le 3 points, certes, c'est dangereux, mais en fait, le panier est encore plus rentable. Donc on a tout intérêt même à abandonner des shooters. À 3 points, si c'est pour mieux protéger le panier. Et donc là, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est là où c'est un peu rigolo, un peu amusant et paradoxal. Je sais pas, paradoxal, mais c'est amusant parce que j'ai l'impression de revoir un peu un truc des années 2000, quoi. Donc pas d'espace à l'intérieur, et puis t'es forcé de prendre ton pull-up, quoi, sur isolation, un peu comme il y a 20 ans. Mais bref, fermons cette parenthèse. Mais oui, juste pour rester un peu de ce côté-là du terrain, donc Dallas, c'était un peu une interrogation qu'on avait, comment est-ce qu'il défendrait, notamment tout ce que j'avais un peu développé en preview, c'était attention, OKC, contrairement aux Clippers, ils peuvent avoir un certain dynamisme offensif. Donc là, c'est tout un type d'action que sont les ghost screens, donc des écrans glissés, des écrans fantômes, pardon, les écrans glissés, justement, tout un tas d'actions un peu plus complexes, des exit screens, côté faible, côté fort, du stagger, des shooters en sortie d'écran, du dribble and off, etc., à l'infini. Voilà, c'était une attaque, c'est une attaque très dynamique. Donc, attention. Parce que c'est pas pareil de défendre les gros Clippers qui bougent pas trop et qui sont gros et imposants et qui, voilà, un peu un duel de gros bourrins, on va dire. C'est pas pareil ça, et de défendre contre OKC qui peut être très rapide, très dynamique, et qui peut faire mal, quoi. Qui peut faire mal à des Doncic, qui peut faire mal à des Kyrie, sur le mouvement, à quel point est-ce qu'on arrive à switcher ou à leur faire du edge, etc. Donc, c'est un peu la crainte. Et pourtant, la solution, elle a été très simple. Et dès le match 1, Dallas, en fait, il switch absolument tout. Vraiment, on se pose pas de questions. On switch absolument tout. Et force est de constater que ce choix de Jason Kidd, dès le match 1, pour moi, a été payant, et même extrêmement payant. Parce que cette capacité à changer sur les écrans, c'est pas tant, en fait, la force du système, c'est pas tant d'avoir des défenseurs géniaux sur chaque poste, et donc dès que ça switch, ah mince, SGA, je me retrouve contre c'est Trevor Ariza, ou alors contre PJ Tucker, ou voilà, ou les fameux Rockets 2018, ou alors tiens, j'ai Draymond Green, et ensuite j'ai un écran, ça change, j'ai Iguodala, ensuite non, j'ai Kevin Durant, etc. Non, c'est pas la force du switch de Dallas, c'est pas tant le fait de présenter à chaque fois un défenseur compétent en soi. La force de ce switch, c'est d'annihiler les décalages et tout type d'action, en fait. Parce que tous les petits, pour modéliser tous les trucs et astuces, on va dire, les petites astuces tactiques, la complexité de l'attaque, les écrans, le mouvement dans un sens puis dans l'autre, voilà, tout ce genre de nuances qui peut apporter du dynamisme et donc perturber les défenseurs, tout ça, en fait, c'est parti à la poubelle. Parce que Dallas switch automatiquement, ils se prennent pas la tête. Et donc, si tu veux, tu peux développer ton spine pick and roll, tu peux développer ton dribble and out, tu peux développer ton ghost screen, etc. Ils se prennent pas la tête, ils switchent sur absolument tout. Donc, tu n'as pas de décalage qui est créé sur l'écran. Et après, tu peux l'attaquer, certes, c'est le plan, hein, c'est assumé de la part de Dallas. Hein. On te donne le switch, tu peux l'attaquer, mais en tout cas, tu n'auras pas cette attaque complexe et dynamique que tu as pu avoir pendant la saison. Donc, c'est là-dessus où la formule de Jason Kidd marche très bien, parce que, premièrement, ça ne respecte pas les shooters, donc ça donne un spacing qui est très mauvais. Mais deuxièmement, donc ça switch partout, et ça empêche OKC d'avoir des actions un peu plus complexes et du mouvement, etc. quoi. Et c'est l'alliage des deux qui fait que on a une défense de Dallas qui tient aussi bien. C'est parce que, donc, en première instance, ça change sur les écrans. Donc, voilà, tu peux faire autant de systèmes que tu veux, ça marche pas. On te donne le mismatch, si tu veux. Hein. Tu peux avoir Irving ou Doncic. Mais sauf que, premièrement, c'est pas un vrai 1 contre 1.
Les vrais 1 contre 1 aujourd'hui en NBA et surtout en playoff, ça n'existe plus, hein, vous l'aurez compris. Les vrais 1 contre 1, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un derrière pour aider, soit dans la raquette, soit en tête de raquette aussi, les stunts ou autres, on va développer. Mais voilà, quand Luka Doncic se retrouve à switcher sur SGA, c'est pas un vrai 1 contre 1. Il y a des aides qui vont venir d'un peu partout. Donc, il y a cet aspect-là, c'est pas un vrai 1 contre 1, donc on vient tapater, on te prive de vraies actions, de vrais décalages, et on tapate sur du 1 contre 1, et surtout donc, du 1 contre 1 où tu n'as pas de spacing. Et ce qui fait que, bah oui, pour l'instant, ça tient et ça tient très très bien, et pas que dans les victoires, mais aussi parce qu'on a une superstar en face, quoi. On a un SGA qui a ce shot-making et cette capacité à mettre des tirs, et justement, et pas que mettre des tirs au panier. C'est un des meilleurs drivers de NBA, mais pas que. Déjà, il y a tout ce qui est pull-up à 3 points, y compris à 3 points, pull-up un peu les longs tirs à 2 points, mais même en dehors de ces longs tirs de points, il y a aussi le fait qu'il peut aller au panier, et même s'il y a 3 mecs devant qui l'arrêtent ou qu'il y a un gaffeur dans un Lively qui est sous le panier, bah, il s'arrête plutôt que d'aller au layup, il s'arrête à 1 ou 2 mètres, et puis il y a le petit pull-up. Donc, c'est pas un long tir à 2 points, genre un step back au niveau de la tête de raquette, mais c'est un petit pull-up proche du panier, qui n'a pas la rentabilité d'un layup, on est d'accord, mais sauf que bah, si sur le low il est capable de les mettre ces tirs-là avec un taux assez grand, ben ouais, ça marche. Et c'est pour ça que ça marche, à mon avis. Mais le plan défensif de Dallas, il est quand même très bon, quoi. Je trouve qu'il est quand même très très bon, avec ce côté privation d'espace, plus privation de décalage. On te force sur du 1 contre 1. Et pour l'instant, heureusement qu'il y a SGA. Vraiment. Parce que là, même, on aurait pu être à 3-1 s'il n'y avait pas eu cette fin de match, notamment de SGA, de tout le monde, hein, mais notamment de SGA sur le shot-making pur. Ouais, ça se trouve, on est à 3-1 et Dallas peut plier l'affaire dès le match d'après, quoi. Donc voilà, c'est du bon et du moins bon, on va dire. En tout cas, le bon, le très bon, c'est le schéma défensif de Dallas. Et le bon aussi, pas le moins bon, mais le bon de l'autre côté, c'est que bah, pour l'instant, OKC arrive à tenir plus ou moins sur ce rythme-là. Et encore, on n'a pas encore eu un gros match de Jalen Williams, on n'a pas eu ce genre de sortie, de performance. Donc voilà, ça c'est quand même cette bataille qui se perd ici. L'avantage aussi, c'est que, et c'est peut-être un point qu'on peut mettre au discrédit, peut-être, où je suis un peu déçu de la part de Mark Daniels, pour le coup, pour l'instant. Vous savez que je l'adore, hein, mais j'espérais justement un peu plus de créativité tactique, et j'espère encore un peu plus de créativité tactique. Alors, non pas faire les fameux sets, les mêmes systèmes qu'en saison régulière, parce que bah, ça marche pas, on a bien compris. Hein. Mais là, je trouve que Kidd est en train de gagner la bataille. Vraiment, il gagne cette bataille-là de je switch tout, et donc pas de décalage. Et on en est à un point où c'est vrai qu'il y a des fois, je trouve l'attaque un peu simpliste, quoi. Il y a des fois, enfin pas qu'il y a des fois, la majorité du temps, en fait, ça enchaîne un peu les pick and roll très classiques. Je vais chercher le switch et je l'attaque, quoi. Et c'est là où je comprends l'idée. Je comprends l'idée de déjà, tu utilises tes meilleurs joueurs, tu les mets dans les meilleures conditions. Dallas, c'est un système en place, mais tu sais que tu as les joueurs pour relativement arriver à le punir. Donc, je veux bien. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez d'utilisation au poste bas, par exemple, de SDA au poste bas. Ça se fait un peu, mais pas des tonnes pour aller punir un switch. Est-ce que vraiment il est obligé de le faire toujours depuis la tête de raquette ? Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Je trouve qu'on n'arrive pas tant que ça à cibler des joueurs off-ball. Alors, il y arrive parfois, hein, notamment Luka Doncic, on le met off-ball et on essaie de le cibler via un close-out, ou genre, voilà, comme il est off-ball, ça doit être lui qui doit venir aider dans la raquette et puis ensuite revenir sur le shooter. Et donc ensuite, il se fait attaquer sur le close-out, par exemple. Mais voilà, je trouve que on a un plan de jeu qui est très simple. Voilà, si vous voulez plutôt la connotation non négative, pour l'instant, le plan de jeu est très très simple. Simpliste, si vous voulez la connotation peut-être négative cette fois. Mais je pense qu'il y a moyen de faire plus. Et d'ailleurs, il y a moyen de faire plus. Un des seuls qui apporte cette créativité tactique, un peu de changement, c'est Isaiah Joe. Et pour le coup, je pense que Joe, on avait discuté du temps de jeu de Josh Giddey en preview, en disant est-ce qu'il va jouer ou pas. Effectivement, c'est un peu compliqué pour l'instant, même s'il apporte, je trouve qu'il est pas mal en transition, notamment. Il apporte pas mal en transition sur ce début de série. Mais voilà, il y a beaucoup de compromis avec le shoot, évidemment. Il est aussi utilisé pas mal dans le dunker spot, aussi, Josh Giddey. C'est-à-dire que, ok, plutôt que de mettre à 3 points et que de toute façon, Lively ou Gafford, ils vont t'abandonner, et que donc, pas besoin tu mettras pas le tir de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Josh Giddey dans le dunker spot, sous la raquette, comme ça, quand il y a une aide, et quand Lively il vient aider sur le drive de SGA, au moins il y a Giddey qui est sous le panier et qui peut ensuite jouer le rôle de connecteur. C'est-à-dire, je reçois la balle et je la ressors immédiatement sur un shooter. Donc voilà, un espèce de point d'appui sous le panier, ou alors utiliser sous le panier pour le lay-up, hein, si possible, mais voilà, cette notion du point d'appui. Mais, comme dit, joueur à compromis actuellement.
Surtout pas non plus fabuleux défensivement, je pense qu'on peut le dire. Pas de spacing, pas de pull-up, donc il n'y a pas de cette dangerosité en tant que créateur balle en main. Donc un peu compliqué, surtout que quand il est avec la seconde unité, Dallas switch tout, donc il n'y a pas non plus peut-être le jeu habituel avec lui, de sortie d'écran, de tout ce qui est un peu les splits du pick and roll, du post-up, pardon, où il est au poste bas et puis ça fait des splits. Et là, ils en ont fait un là, sur le match 4. Ils en avaient fait un ou deux sur les matchs d'avant, mais ils n'en font pas des tonnes. Et voilà, bref, donc Isaiah Joe, on se demandait à quel point Isaiah Joe va pas aussi pouvoir prendre ce temps de jeu-là. Et c'est vrai que, comme dit, c'est un peu un des seuls qui apporte une certaine créativité tactique, parce qu'il peut être utilisé en sortie d'écran. Et c'est un des seuls qui l'est vraiment, et qui a un peu cette gravité de shooter, et cette menace quand il bouge. Donc voilà, il y a un set qu'ils aiment bien faire, c'est HDA qui remonte la balle sur l'aile, et donc pistol action avec Isaiah Joe, donc un écran sur l'aile quand il remonte la balle, et puis ensuite Isaiah Joe va tout en bas de la raquette, et il remonte pour un 3 points. Voilà. Et puis l'autre aspect où je pense que Isaiah Joe peut être utile, et devrait être utile, c'est qu'en fait il change absolument tout dans cette fameuse attaque des mismatchs. Non pas parce que lui il va pouvoir... voilà, il y a l'utilisation un peu classique de quand tu as un shooter comme ça, tu le fais poser un écran et ensuite tu le fais aller sur pick and pop. Ou alors Isaiah Joe qui pose même pas l'écran, qui fait un ghost screen, écran fantôme, et qui directement va s'installer au pick and pop. Voilà, c'est le genre d'action qui peut créer beaucoup de confusion. Là, en l'occurrence, ça marche pas parce que Dallas switch tout. Mais par contre, c'est un magnifique et c'est le meilleur stunt beater d'OKC. Et franchement, vous regardez les matchs, vous voyez qu'il y a plein de situations où quand on a HDA qui est plein centre, qui doit attaquer un mismatch, et que sur l'aile, on a Ludort, par exemple, en fait, le défenseur de Ludort, il va totalement dézoner pour boucher l'espace. Et donc, HDA ne peut même pas driver, ne peut même pas faire son action, ou alors s'il prend son pull-up sur isolation, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir venir aider. Et donc, voilà, les défenseurs de Dallas se mettent bien dans les gaps, comme on dit, en pré-rotation, ils se mettent en tête de raquette, ils abandonnent les shooters. Donc, quel est le contre-move à ça? C'est de mettre un très bon shooter dans cette position, pour punir ce dézonage, si on peut dire. Donc, notamment, Chet Holmgren peut être pas mal là-dessus, mais surtout, donc, Isaiah Joe. Et il fait de vraies différences. On voit des séquences où, en effet, quand c'est lui qui est sur l'aile, dans le slot, comme on dit, et que son défenseur le dézone et vient un peu boucher l'espace en tête de raquette, il y a une passe qui est faite et il peut punir. Donc voilà, c'est vraiment la bataille du stunt, pour moi, c'est un aspect qui est assez intéressant parce que c'est un peu ce qui peut décider de est-ce que le match-up va être joué ou pas. Parce que de l'autre côté, évidemment, ça je l'ai même pas précisé non plus, mais selon qui est sur l'action, enfin selon qui joue le pick and roll, notamment quand c'est SGA par exemple, SGA quand il y a un écran et que Dallas switch, ça switch, mais ça fait un peu je sais pas si c'est un vrai terme, mais j'ai un peu envie de dire un switch and stunt. C'est-à-dire que, ok, celui qui est sur SGA, il prend le mec qui pose l'écran, ok, mais sauf que il y va pas totalement, quoi. Il traîne un peu dans le coin au moment de l'écran. Donc imaginez Ludort qui vient poser un écran et qui s'écarte. Bon, Josh Green, ok, je vais prendre Ludort, mais avant, non, je vais quand même rester un peu dans le... c'est un switch and stunt, en fait. Et je viens un peu bouger l'espace, je m'écarte pas tout de suite, quoi. Et ce qui fait que, en fait, SGA n'a même pas cette opportunité d'attaquer au moment de l'écran. Au moment où il y aura un peu cette passation de consignes défensives, de rôle, de tiens, tu prends lui, je prends lui, donc il y a un peu d'espace ou un peu de confusion. Non. Parce qu'en fait, Dallas est très lent pour switcher, en un sens, mais c'est fait exprès. C'est un côté, le poseur d'écran, il peut s'écarter assez vite et il va pas de suivi, quoi. Parce qu'il y a un peu les deux défenseurs qui restent sur SGA au moment de l'écran. Donc on a ça. On a aussi parfois des switches un peu plus soft avec quand c'est face à Jalen Williams notamment, mais qui lui peut les attaquer avec un drive un peu nord-sud assez agressif. C'est-à-dire que ça sort pas haut sur le pull-up notamment, mais s'il attaque assez fort, il l'a fait quelques fois, mais peut-être pas assez. Il peut aller au panier en attaquant directement le joueur qui doit switcher sur lui, mais qui est un peu pris de court. Donc voilà, il y a tout un jeu un jeu de switch, dans le switch, si je peux dire, qui est un peu, je ne vais pas le décrire ici en audio, mais peut-être ça pourrait être intéressant de le faire en vidéo. Mais voilà, c'est un niveau d'expertise aussi de la part de Dallas qu'il faut souligner, je pense, parce que Jason Kidd, il sait ce qu'il fait, et surtout, voilà, quand tu dois attaquer, c'est pas si facile d'attaquer Irving, par exemple. C'est pas genre, allez, celui qui a Irving, tu viens poser un écran, comme ça HDA, il obtient Irving, et puis un contre un tranquille. Non, parce qu'en fait, HDA, il a Derrick Jones Jr. sur lui, à la base. Donc Irving, au moment de l'écran, il prend HDA, mais Jones, il reste un peu par là, quoi. Il reste un peu par là, il bouche l'espace le temps de l'écran et même un peu plus, comme ça, voilà, pour s'assurer un peu qu'il n'y ait pas ce moment-là pour aller au panier pour HDA, quoi. Bref.
Donc voilà un peu ceci. Et donc, oui, pardon, où est-ce que j'en étais? Isaiah Joe, ouais. Isaiah Joe qui est un stunt beater formidable. Le problème aussi, c'est qu'il se fait cibler de l'autre côté du terrain, en fait. Il se fait pas mal cibler par Luka Doncic et par Kyrie Irving, et ce qui est assez normal. Et eux, pour le coup, non, eux, ils ne switchent pas facilement, ok, ici. C'est un des seuls joueurs qui ne switche pas automatiquement, parce que il est trop petit, trop friable, sans doute, surtout pour un mec comme Luka Doncic qui est très bon pour shooter par-dessus, alors que pour enfoncer au poste bas ou sur drive, un mec plus petit, donc voilà, il ne switch pas, donc je pense que c'est pour ça que son temps de jeu a été assez limité. De l'autre côté, tout de même, la bonne nouvelle, c'est que t'es pas non plus obligé de faire jouer Josh Giddey, tu as aussi un Aaron Wiggins, un de nos chouchous qui est en train de se développer magnifiquement cette année. Autant j'ai toujours bien aimé la défense, autant le développement qu'on est en train de voir sur la capacité à attaquer en sortie de dribble, il est assez bluffant. Il sort un peu de nulle part, hein, lui, Aaron Wiggins. Choix de 2021, je crois, non drafté, ou alors deuxième tour. Ouais, je crois, deuxième tour, pardon. Mais que voilà. Maintenant, il est capable d'attaquer les close-out un peu sur le dribble, d'aller au panier, de faire un petit flotteur. C'est pas la folie, mais c'est déjà ça, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'option Isaiah Joe pour un peu un mode full offense. On a vu d'ailleurs certaines séquences avec SGA qui était entouré dans un côté Isaiah Joe pour battre le stunt côté gauche, et puis de l'autre côté Jalen Williams et son pick and pop, en tout cas son 3 points. Donc ça c'est pas mal. Aussi Chet Holmgren peut jouer ce rôle-là. Mais voilà, il faut faire attention qui est-ce qu'on met dans ces positions, parce que quand tu mets un Lou Dort ou quand tu mets un mec comme ça qui est un no-shooter, ils vont pas être respectés, et donc ils vont pouvoir gêner un peu l'isolation de SGA, quoi. Donc voilà. Le Isaiah Joe, Wiggins aussi, et puis Kenrich Williams a été un peu sorti de sa boîte enfin. 2 mots peut-être sur le secteur intérieur et les rotations. Pour l'instant, comme dit, c'était beaucoup de Jalen Williams en backup 5. C'était un peu une de nos interrogations. Il se trouve que voilà, pour l'instant, c'est Jalen Williams qui joue beaucoup. Je pense pour une raison assez simple, qui est cette menace un peu plus de pick and pop, à mon sens. Et puis le passing aussi. Et puis, enfin voilà. Donc c'est Jalen Williams qui joue plutôt que Kenrich Williams sur ce début de série. On a même eu des séquences match 2, des minutes avec les deux ensemble sur le terrain qui étaient assez intéressantes, ma foi. Mais voilà, pour l'instant c'est Jalen Williams. Enfin, on a vu du Kenrich sur le match 4, sur des line-up beaucoup plus petits. Ça aussi, c'était le match 2, du coup. Comme on a eu des line-up avec 2 bigs, on a eu aussi des line-up avec beaucoup plus petits, en fait, en termes de taille. Donc Jalen, cette fois, l'ailier star. Jalen Williams en poste 5. Là, match 4, on a vu du Kenrich Williams, poste 5 ou pas, on s'en fiche, mais voilà, un peu de line-up très petit. Après, c'est vrai que le problème de ça, et même le problème de leur line-up principal, mais donc encore plus avec des line-up petits, c'est le rebond, en fait. Et le problème, c'est que Dallas, en fait, est excellentissime pour attaquer ce rebond offensif. On l'avait souligné d'ailleurs en preview, on avait dit, si on regardait les chiffres de moyenne de Dallas cette saison, c'est pas en moyenne une équipe qui est fantastique là-dessus, mais c'est une équipe qui peut aller le faire. Ils ont le personnel pour, et en effet, ils sont en train de le faire. Ils le font magnifiquement. C'est-à-dire que là, si je vous dis Bon, vous avez tous les images en tête, hein, si vous voyez les matchs. J'ai pas besoin de vous donner les stats, vous le savez, vous le voyez. Mais au niveau des stats, pour ceux qui les veulent, ils ont fait 4 perfs qui sont dans le 79e centile. 79e centile, donc mieux que 79% des autres matchs de cette saison. 64e centile, 84e centile et 73e centile. Au niveau du pourcentage de rebond offensif sur cette série. Donc, voilà, là aussi, c'est un aspect où l'attaque de Dallas peut faire du mal, et fait du mal. C'est qu'il y a un nombre de deuxième chance, entre guillemets, qui est assez grand et qui vraiment permet de développer l'attaque, parce que eux aussi, de l'autre côté, ils galèrent un peu. On va y arriver, mais eux aussi, ils galèrent à punir les switches, ou en tout cas à attaquer dans un mauvais spacing. Donc, ce rebond offensif fait du bien. Donc, c'est aussi pour ça que, attention, côté OKC, c'est un vrai point clé de la série, à mon sens. Parce que les line-up petits, mais même les vrais line-up, même les vrais line-up, OKC est assez mauvais. Je crois qu'ils sont quoi? Ils sont 29e de NBA sur 30 cette saison régulière en termes de protection du rebond. Donc voilà, c'est un vrai point clé. Pour l'instant, Dallas est en train de gagner cette bataille. Donc à noter. Et puis même, en fait, de l'autre côté, dès qu'on a Jalen Williams sur le terrain, pareil, il se fait cibler, il se fait exploiter par Luka Doncic et par Irving, mais notamment par Luka Doncic. Et c'est face à Jalen Williams qu'on a vu les meilleures passes et les meilleures actions de Luka Doncic, c'est-à-dire les fameux... tu fais Jalen Williams est obligé de monter sur Luka Doncic, et donc ça libère un peu la passe vers le corner opposé ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, on l'a pas vu beaucoup, mais en tout cas dès qu'il est sur le terrain, ça crée un peu ce moyen facile d'attaquer, et Dallas le prend. Donc voilà, à noter. Et puis donc, pour faire la transition de l'autre côté, parler un peu de l'attaque de Dallas, c'est vrai que il y a un peu le même problème, comme dit, qui est le manque de spacing, évidemment, manque de spacing, qui fait que l'accès au panier est très très restreint.
Là encore, qui est assez explicable assez facilement par le fait que y a quelques non-shooters dans l'équipe. Déjà, il y a le pivot, que ce soit Gafford ou Lively, c'est un non-shooter, déjà, premièrement. Même PJ Washington n'est pas tout le temps respecté, mais heureusement, il est en train de nous faire une série qui est fabuleuse. Alors d'ailleurs, je vais aller regarder les chiffres parce que Washington, là, il est en surréussite à 3 points, c'est assez extraordinaire. Washington, hop, en playoff actuellement, il est à 42% en playoff, mais sur la série en particulier, il est carrément à 50%. Donc voilà. Mais même au-delà de ça, on voit que c'est aussi une défense de OKC, hein, qui est une excellente défense de cette saison, qui arrive à rétrécir le terrain eux aussi avec des schémas très dynamiques et des aides très agressives. Donc ça permet aussi de boucher bien l'espace. Et puis l'autre point aussi, c'est le pick and roll, qui est censé être l'arme de Dallas. Et là où ça coince un peu, c'est qu'il y a Lou Dort. Et oui, et c'est pas rien. Et on l'avait un peu expliqué, mais qu'est-ce que Dallas aime bien faire, c'est faire sortir Luka de son écran, et en plus donc avoir la menace verticale du lob, que ce soit Gafford ou Lively, hein, c'est pour ça qu'ils étaient allés chercher Gafford notamment, et Lively il y a 1 an du coup. Mais voilà, c'est cette menace verticale, et pour l'instant, il n'y a pas du tout eu cette option. Pourquoi ? Parce que sur les pick and roll de Doncic, Chet Holmgren reste très bas, il se permet de rester en drop, et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Normalement, ça pourrait pas marcher parce que, ok, tu restes bas par rapport au niveau de l'écran pour empêcher la passe dans le dos, ok. Mais le problème, c'est que si tu laisses autant d'espace à Doncic pour venir, Doncic, il est grand, donc même s'il n'est pas hyper rapide et explosif, il est grand, il est costaud. Si tu restes en drop et que tu es Chet Holmgren et que tu n'es pas très costaud, il va te secouer, il va aller au panier, il va scorer facilement. Mais sauf que quel est le point clé ? Le point clé, c'est qu'en premier rideau, c'est Lou Dort qui arrive à rester accroché et qui fait que justement, Doncic n'arrive pas si facilement que ça à traverser l'écran, à sortir l'écran et à débouler à pleine vitesse pour aller au panier, quoi. Donc voilà, c'est un point clé qui effectivement est en train de se confirmer et de basculer côté OKC. On l'avait évoqué, mais ouais, on a une série qui est fabuleuse de la part de Lou Dort. Alors, pas parfait évidemment. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde qui dit qu'il y a un peu de flopping ou de ce genre d'action. Bon, certes, mais il y en a un peu avec tout le monde, j'ai l'impression, mais on a affaire à quelqu'un qui en fait est très costaud, très, très vif aussi, qui en effet quand il faut traverser certains écrans, bon il sait un peu faire un peu d'acting si vous voulez sur 2-3 actions, mais c'est pas le principal quand même. Le principal c'est qu'on a quelqu'un qui en termes de match-up direct et de fit défensif, j'ai envie de dire, en fait il est parfait parce qu'il est à la fois mobile mais à la fois aussi très costaud. Donc c'est ça la clé pour moi et c'est ça qui bloque un peu tout le pick and roll parce que le fait que Lou Dort arrive à traverser les écrans et arrive à freiner en fait Doncic avec sa puissance et mobilité, ça permet donc à Chet Holmgren de rester plus bas en drop, et donc ça permet, le fait qu'il reste en drop, de complètement annihiler l'option du lob qui est d'habitude disponible pour Dallas. Et donc on n'a pas du tout ce genre de tir facile qu'on a d'habitude. Et donc, conséquence, le pick and roll est totalement endigué. En plus, évidemment, on rajoute le manque de spacing et le fait qu'il y a des aides qui viennent par-ci par-là tout au long du pick and roll, peut-être à droite à gauche, mais voilà, c'est le facteur principal pour moi, c'est Lou Dort à la base en premier rideau, et qui, certes, Luka Doncic fait pas une bonne série, mais c'est pas que, comment dire, les performances n'existent pas en soi et indépendamment de tout ce qui se passe sur le terrain. Non, si Luka Doncic il est aussi relativement mauvais, c'est parce qu'on a un Lou Dort qui défend quand même bien, quoi. Donc bref, pour l'instant, OKC est aussi un peu en train de gagner cette bataille-là. Ce qui fait que Dallas, donc ils ont un peu fait ça match 1, tous ces pick and roll un peu classiques. À partir du match 2, ils essayaient un peu plus de varier. Donc, alors peut-être pas assez à mon goût, mais on essaie un peu de faire du post-up, mais pas assez à mon goût. Le post-up, ça pourrait être assez incroyable parce qu'on a vu que sur post-up, ok, Lou Dort, il est solide, il peut tenir, mais il peut pas non plus tenir à ce point, quoi. Parce que Luka Doncic, lui, il est grand et imposant à ce point. Donc sur post-up, ça peut pas mal marcher. Le problème, c'est que quand ça fait des prises à deux, on voit que Doncic c'est un bon passeur, mais OKC c'est une bonne défense dans l'espace. Donc c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles on voit pas ça, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des prises à deux, parce que dès qu'il y en a, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça fait des rotations, ça fait des bonnes rotations quand il faut, et donc quand Doncic essaie de ressortir, ça peut créer des pertes de balles. Notamment, il y en a une un peu malheureuse en fin du match 4, malheureuse pour Dallas évidemment. Mais voilà, je pense quand même qu'il faudra insister un peu plus, quitte à subir des prises à deux, parce que oui, il y a des fois tu vas perdre, mais il y a des fois tu vas gagner. Et des fois tu vas gagner. Je crois que c'était match 1 ou 2 à OKC, où il y a une passe fabuleuse où il est au poste bas, il y a une prise à deux, il passe entre les deux défenseurs, il va chercher dans le corner opposé je ne sais plus qui, je crois que c'est Josh Green ou PJ Washington pour un 3 points complètement ouvert, une passe folle. Donc voilà,
Faudrait peut-être insister un peu plus là-dessus. Ce qu'ils ont aussi fait un peu plus, c'est tout ce qui est un peu zoom action, le faire évoluer un peu plus en sortie d'écran. Alors, pas non plus en mode Stephen Curry, mais au moins pour le faire bouger sans ballon, ça a pas mal aidé. Et puis, tout simplement, ce qu'ils font aussi, c'est attaquer sur isolation. Et vu que c'est compliqué de créer un décalage sur pick and roll, en fait, attaque tout simplement sur isolation. Et bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas le spacing derrière. Donc, il peut pas faire comme d'habitude, aller au panier complètement. Et il prend pas mal de pull-up à mi-distance ou de pull-up à 3 points, ce qui ne rentre pas tout le temps autant qu'on voudrait. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est plus un driver qu'un pull-up, hein, un joueur de pull-up Doncic, vous le savez. Mais voilà, c'est aussi une option qui est choisie, notamment quand il est plus petit sur lui, ben, le fameux pull-up à 3 points contre des plus petits, ça marche. En tout cas, il arrive à faire partir le tir, au moins. Irving aussi le fait pas mal d'isolation là sur les 2 derniers matchs, match 3 et 4, pas mal d'isolation pour attaquer un peu frontalement, et ça j'aime bien. C'est vrai que lui aussi a été discret sur les 2 premiers matchs, mais un peu plus présent sur les deux derniers matchs 3 et 4, et notamment cette option de, ben voilà, pareil, hein, si vous êtes assez bon pour annihiler notre petit canon et nos décalages, on va arrêter d'attaquer comme ça, on va attaquer frontalement et 1 contre 1, quoi. Et donc là, ça marche pas mal aussi. Et malheureusement, j'ai un peu envie de finir là-dessus, mais malheureusement, c'est vrai que c'est pas marrant à dire, mais j'ai un peu l'impression que si ça reste dans cet état, cette série, si Jason Kidd n'arrive pas un peu à débloquer un peu plus de moyens et de bonnes situations pour Doncic, voire un peu pour Kyrie, mais surtout pour Doncic, si Mark Daniel n'apporte pas un peu plus de variété dans son attaque et continue un peu ce schéma très simpliste de on enchaîne les possessions encore et encore et encore et encore, de simple chasse au mismatch et puis isolation en tête de raquette, si ça reste un peu comme ça, c'est pas marrant, c'est pas du tout marrant, en tout cas en termes d'analyse, en termes de spectacle peut-être, mais en termes d'analyse non. Mais en fait, le facteur, ça va juste être le shot-making, en fait. Et par shot-making, malheureusement, il faut aussi entendre, et ce que je veux dire, par conséquent, c'est un peu un aspect aléatoire, quoi. Alors, pas totalement aléatoire, mais en tout cas, en termes d'analyse, c'est un peu aléatoire. C'est pas qu'une question de bons shooters, parce que oui, ils ont des bons shooters, ou en tout cas des shooters meilleurs que d'autres, certains, et Dallas et OKC, hein, je veux dire, mais sur un échantillon à ce point court, puisque là, il reste maximum 3 matchs, donc au meilleur des 3 matchs, potentiellement que 2 matchs, ça peut aussi se jouer très simplement au shot-making. Shot-making des stars, de SGA, de Jalen Williams, de Luka Doncic et Irving sur ces fameuses isolations où il n'y a pas d'espace et donc on est forcé de prendre un pull-up. Shot-making des stars. Et puis shot-making des 3 points. Donc le côté catch and shoot. Et ça va être quoi? Ça va être 20, 25 tirs par match à 3 points. Bon, bah c'est ridicule comme échantillon. C'est pas marrant, mais probablement que cette série, si elle reste en l'état, il n'y a pas de raison de penser que... Enfin, ça peut évoluer hein, peut-être, mais ça peut aussi rester comme ça, je veux dire. Bah, ça peut se jouer très simplement à qui met ses tirs, en fait. C'est pas une bataille tactique de qui arrive à créer la solution le plus facilement, qui arrive à comment dire, à trouver le bon système, qui arrive à trouver le bon schéma, qui arrive à créer le décalage et à forcer l'autre à sortir de tel ou tel schéma, etc. Non, c'est pas ça. Ça va être juste qui, dans ces situations, dans cette bataille des tranchées, une vraie bataille des tranchées à l'ancienne, qui va très simplement mettre le plus de tirs un peu mauvais, que ce soit des pull-ups contestés ou que ce soit des catch and shoot grands ouverts pour des shooters moyens, qui va mettre le plus de tirs mauvais que la défense adverse veut bien concéder. Voilà, pour résumer un peu la série pour l'instant, c'est un peu ça, pour moi. Alors après, il y a des facteurs extérieurs. Il y a les paires de balles. Il y a la transition offensive, évidemment. Ça, c'est plutôt côté OKC. Il y a le rebond offensif, côté Dallas, qui fait aussi beaucoup de dégâts. Il y a le côté aussi performance un peu individuelle. On a déjà eu un Tim Hardaway game, par exemple. Est-ce qu'on va pas aussi avoir un Isaiah Joe game un peu plus important, ou ce genre de voilà, on a eu aussi PJ Washington, qui nous a fait un match, c'était quoi, c'est le 2, je crois, où il fait beaucoup de 3 points, etc. Quoi que vous me direz, il en met depuis 3 matchs, tous ces 3 points, mais voilà, il y a aussi un aspect, je pense, hein, de 3 aspects fondamentaux pour le reste de la série, c'est shot-making des stars, shot-making des catch and shoot à 3 points des role-players, et puis, donc tout ça, c'est un peu de la variance aléatoire, hein, j'ai envie de dire, et puis le troisième, c'est à quel point est-ce qu'on peut pas arriver à créer un avantage concurrentiel par-ci par-là en grattant de la valeur un peu, au minimum, sur rebond offensif, turnover, un tel qui sort de sa boîte, etc., etc. Bref, donc, il y aurait plein de choses à dire. On va peut-être pas tous les dire. On va s'arrêter là. On a fait un petit point un peu général sur cette série. Et donc, maintenant, c'est au meilleur des 3 matchs. Et on fera le bilan sans doute à la fin. Et sans doute en cours de série. Restez branchés aussi sur YouTube pour des analyses vidéo. Mais voilà pour cette série passionnante en un sens. Cette guerre de tranchées à l'ancienne entre Dallas et OKC de partout actuellement.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà aujourd'hui les clés pour comprendre cette série tactiquement. Pourquoi est-ce que OKC, qui était une si bonne attaque, n'arrive pas à dérouler? Pourquoi est-ce que Dallas reste aussi bien accroché? Pourquoi est-ce que Doncic pourtant galère autant? C'est Ludort, petit indice, c'est le manque de spacing, c'est les vraies guerres de tranchées un peu à l'ancienne. J'avoue que sur le côté spectacle, c'est une série très plaisante, tout autant qu'elle n'est donc tactiquement intéressante, je trouve. Donc voilà pour cette série dont on va parler aujourd'hui. Pas le temps de traîner puisque normalement le match 5 c'est ce soir. Match 5 un peu décisif évidemment. Et nous, de notre côté, on va se retrouver bientôt, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour parler d'actu ou de tactique, mais sinon peut-être pour parler de rebond offensif. Tiens, puisque c'est un peu dans l'actu. En tout cas, on se retrouve bientôt. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles, iTunes, Spotify et partout. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.